de moderniser des lois provinciales discriminatoires. De tous les clichés d'archives que je trouve, c'est une photo de lui avec Gabriel Roy qui me touche le plus. J'aime imaginer qu'il raconte à la romancière son projet d'accorder le droit de vote aux femmes, même si le clergé et Duplessis insistent pour qu'on laisse la femme au foyer où Dieu l'a placée. Il y avait cette philosophie dans nos écoles catholiques où on faisait croire aux femmes qu'elles n'avaient pas d'affaires dans la politique, que ce serait même dangereux pour la famille. Pensez donc si le mari voulait voter rouge et que la femme voulait voter bleu ou vice-versa. Il y avait toutes sortes de mythes qui servaient bien la cause de ceux qui voulaient que la femme demeure dépendante et qu'elle travaille surtout à la maison et qu'elle serve tous les membres de la famille. Mais M. Godbout avait mieux compris. Il s'était engagé avant les élections et il a rempli sa promesse. Je reconnais que c'est M. Adélard Godbout qui a donné le droit de vote aux femmes, mais il ne faut pas oublier que ça faisait longtemps qu'elle le réclamait. Au moment où elles obtiennent le droit de vote, les femmes se lancent dans une profonde révolution sociale. Elles ont pu avoir du travail, elles ont pu avoir de meilleurs salaires, elles ont pu partir, elles ont pu s'enrôler, elles ont pu aller en Europe, elles ont pu faire un travail différent, elles ont pu avoir des responsabilités. Le nombre de femmes qui se sont impliquées, ce qu'on pourrait appeler sur le front domestique, est considérable. Je pense que quelques-unes sont conscientes que la guerre est une situation atroce et que c'est cette situation atroce qui leur permet de voir leurs horizons s'ouvrir. Quand j'avais une dizaine d'années, peut-être 10, 11 ans, je me souviens très bien d'avoir entendu parler de vous pour la première fois. Et on me disait, c'est une femme intelligente, mais c'est une communiste. Eh bien, je vous en dirai plus. À Valleyfield, où Monseigneur Léger était évêque auxiliaire et le grand organisateur antisyndical dans la communauté, on disait que j'étais une Russe qui avait été larguée sur les côtes de l'Atlantique dans la région de Gaspé, parce que ça ne se pouvait pas qu'une femme canadienne-française s'occupe de syndicalisme comme ça. Et j'étais obligée de dire aux gens, mais j'ai rien contre les Russes, mais je ne suis pas russe. Donc Madeleine Parent ne pouvait être qu'une étrangère. Ne disait-on pas, à la même époque, que Godbout était un communiste? Il est bien connu qu'un Canadien français ou une Canadienne française ne remettrait jamais en question l'ordre établi. Au Québec, le mal vient surtout d'ailleurs. Cette attitude, je le crains, est une manière subtile d'exprimer notre xénophobie. Hey Josh! J'ai invité Josh Fried à passer me voir. Je lui ai donné copie de mon projet. J'aimerais avoir son avis. You're late. Josh est montréalais, écrivain, journaliste et cinéaste, comme moi. Come on, come on. I'm looking for you. Where are you? Hi. Hey, bonsoir. How are you? Right on time? As always. I'm always 15 minutes late. You know that. So? Mais Josh est né dans une famille juive communiste. Je suis l'enfant d'une famille catholique, plus ou moins pratiquante. You're in sort of my office right now because that's what I'm using as a place to read, look at cassettes, films, and things like that. This is your chapel of some kind here. Chapel. Yeah. Front of the past or something like that. You want to sit down or? Yeah, my pleasure. Where can we sit? There. You sit All right, there, and I'm I'll. sitting. You want a glass of something? This is your great uncle. Yeah. And I don't think I'd ever seen him before. This is a better photograph. This is a press. That's a politician's. That's Huh? a politician's picture. Well, that's a yeah. Looking happier than he probably was later. What year is it? This must be in 40, 41. Long time ago, before you were born. And you? Were you? No, I was 6 years old when the war started, and when he was elected. And in fact, I was between 6 and 11 under his premiership. The Liberal Party was leading, and in my family, the stories were liberal.
Was this an advantage, or was this like an advantage or an anchor to have this guy as your It was an grandfather there? advantage for, for a certain number of years. But then when Duplessis was elected, it was a drop. We became despised. We became traitors. We became people put Really? aside. Really? Yeah, sure. Because he had sold Quebec to Ottawa, to Canada during the war. So they said. Okay, so Godbout name the shares of the Godbout name fell Yes. to some extent. Yes. I didn't know that. I didn't realize actually that it had been. You want a glass of wine or Yeah, beer or anything? glass of wine, absolutely. Glass of wine, Never red seen- or red never or seen- white? Red. White actually. Make it white. You make it white? Make it white. I'll let you know when I'm going to start. Okay. You say you want to clarify once and for all the ambiguity that's covered your whole life. You, traitor or patriot, Adlard Godbout from 1939 to 1944. Well, that's not the question that comes out of this proposal. The question that comes out of this proposal is Jacques Godbout, traitor or patriot. The question that comes out right here is you seem to be asking, what have you been thinking about? How's your uncle's life affected you? I get the feeling your uncle has had an enormous impact on your life, and that being his grandson was probably hard. You were probably marked from a young age by your uncle, weren't you? Mm-hmm. Did you feel like did you always just feel proud to have him as your uncle, or were you ever ashamed? Nationalism is a very awkward feeling. It's something that is positive in the sense that you care for your people and for your country and for those who surround you. You even have compassion for those who didn't study but made it. It's there as a positive feeling and sentiment. But it's also a way of not thinking, because nationalism very often, to explain what is happening to you, has to blame others. Is it so different than religion? Is it tied to Is it religion? different from religion? Well, you say you describe you're out of it. I mean, the word that comes to mind is excommunicated. C'est ça. Exactly. Exactly. I think it's a form of, yes, I've never thought of it, but it's true that it looks like something religious, because a religion can be very positive. It can transform someone if you have faith. And you're a believer, you can change yourself and you can be good to others and good to your humanity. At the same time, if you're under the church rule, you can be a stupid bastard that is directed this way or that way, and you've had it. So yes, it's nationalism and religion go together very well. In fact, they're the same. It's a hard film because you're trying to tie up so many. It's a personal film. It's a political film. And it's a film about two subjects Quebec doesn't want to talk about: the war and about nationalism today. They're both questions that are tough to talk about in Quebec, and you're trying to tie them together. Two forbidden questions, I think. What you're proposing doing, I think, here is you told me as a kid you couldn't defend your uncle because you were scared to defend your uncle because you would have been shut out. No. Pardon me. You would have been shut out. If you defended your uncle, it would have been a big cost. No, I didn't have to defend him. I just believed that he was right, and I knew that it was worthless to start fighting the people around me. But you're going to do that now, so why was it worthless then and why is it worthwhile now? I'm much older today. I'm crazy. Mais qui est saint d'esprit au Canada? L'ancien Premier ministre, Wilfrid Laurier, dont M. King et Adélard Godbout sont venus inaugurer le musée ce matin, avait déjà au début du siècle vécu avec intensité la difficulté d'être un esprit libéral dans un pays canadien profondément conservateur. Au Québec, je suis un traître à la patrie. En Ontario, un séparatiste, disait Wilfrid Laurier. Or, je ne suis ni l'un ni l'autre, je suis un Canadien. C'est aussi le discours que tient Godbout aux Canadiens schizophrènes. Il nous fait plaisir de vous présenter ce soir l'honorable monsieur Adélard Godbout. Mesdames, Messieurs, aucune nation vraiment civilisée et conduite par des chefs civilisés n'a voulu la présente guerre. Seulement, les civilisés ne sont pas des lâches. Ainsi attaqués par les barbares, nous nous sommes dressés avec nos alliés
précisément afin de sauver la civilisation qui reconnaît aux hommes et aux peuples de nécessaires libertés. Les protagonistes du totalitarisme, en se ruant sur nous comme ils l'ont fait, et en poursuivant la guerre selon des méthodes d'une cruauté sans nom, se sont mis au banc de la civilisation. Il suffit de réfléchir un peu au sens profond de ce vocable « civilisation », de comprendre ce qu'il implique de noblesse, de saines et supérieures réalités, pour se rendre compte, en effet, que le nazisme et le fascisme, sous toutes leurs formes et avec tous leurs sophismes, sont aux antipodes de l'idéal des nations qui se respectent. Le maréchal assiste à la traditionnelle cérémonie des couleurs qui se déroula ici chaque dimanche matin depuis l'armistice. Est-ce qu'écrire l'histoire, c'est départager les traites des patriotes? De Gaulle, réfugié à Londres, est-il un nationaliste visionnaire ou bien est-ce Pétain, le véritable nationaliste, qui dit vouloir éviter la dissolution de la nation? Il y a longtemps que les Canadiens français n'ont plus de cousins en France et pourtant, les mêmes clivages emportent les Québécois qui font, à Québec comme à Montréal, des choix politiques. Est-ce que pour les Québécois, Canadiens français catholiques de l'époque, Pétain représentait quelqu'un de connu? Oui, oui. Pétain était avant tout le vainqueur de Verdun en 1916, une des plus grandes batailles, sinon la grande bataille sur le front de l'Ouest pendant la Première Guerre mondiale. Alors, il avait une espèce d'aura comme héros militaire. Alors oui, il était très connu. Je n'admets ni le doute, ni les surenchères, ni les murmures, d'où qu'ils viennent. Pendant son séjour en France, le Führer a reçu M. Laval, ministre des Affaires étrangères, et le maréchal Pétain. Les honneurs militaires furent rendus aux deux hommes d'État français. Là, il y a un élément très important, c'est que à mesure que la guerre évolue, on apprend ici l'étendue de la collaboration du régime de Vichy avec le régime nazi. Lequel régime de Vichy passe des lois, par exemple, antisémites, enlève la citoyenneté aux citoyens français d'origine juive, etc. Ça se sait ici, ça. Oui, ça se sait. Ce qui est intéressant, c'est que ces choses-là se savent, mais n'ont peut-être pas trop d'influence sur les sentiments vis-à-vis Pétain. Ce qui a plus d'influence, c'est la collaboration avec les nazis, par exemple. À mesure qu'on connaît la collaboration avec les nazis... Hitler étant vu comme un suppôt de Satan, oui, si je comme puis dire. le mal absolu, comme un athée dangereux et tout. Alors là, c'est sûr qu'il y a un effritement. Pour ce qui est de l'antisémitisme du régime de Vichy, ce n'est pas une des raisons pourquoi les Canadiens français vont appuyer Vichy. Mais ce n'est pas non plus une raison qui va freiner, au début, en tout le moins, l'ardeur pétainiste de certains. Il y a des gens, par exemple, au Devoir, Pelletier, qui fait une série d'éditoriaux, à la limite vantant les mesures antisémites du régime de Vichy, qualifiant ces mesures de nécessaires dans la situation. La guerre depuis Montréal avait un côté fictif. Les radios romans nous tenaient en haleine. Les journalistes, je me souviens de Louis Francoeur et Jean-Louis Gagnon, commentaient le déroulement des opérations. Mais dans la réalité quotidienne, sauf les exercices de couvre-feu ou d'alerte aérienne, il y avait peu de signes extérieurs du conflit. Ma mère m'envoyait avec des tickets de rationnement chercher du sucre et de la viande. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la boucherie? Le rationnement, justement, justifiait la grogne des Canadiens français. On ne trouvait plus de bacon canadien pour nos petits déjeuners. Le Canada expédiait ses cochons salés, fumés en Angleterre pour nourrir les soldats. Le peuple disait pour nourrir les Anglais. Et puis surtout, il y avait ces curieux films de propagande, produits par les cinéastes de l'Office national du film, avec qui je travaillerai après la guerre, qui cherchaient à attirer les volontaires en insistant sur les beaux côtés de la vie en uniforme. Merci beaucoup. Ces jours de sortie, allons, endossons prestement le bel uniforme des grands jours, le soldat du chic, la bottine brille comme un sous-neuf. Le nœud de cravate est fait avec soin.
Passons pour finir la tunique à ceinture de coupe élégante. Que faire maintenant? Sinon appeler la petite amie? Pourquoi pas? Tiens, mais elle est jolie, la petite amie, et bien fière d'être au bras de deux élégants troupiers qui ont vraiment belle allure. Il y avait des volontaires. Ah oui, il y a eu beaucoup de volontaires. Dans ma famille, il y a eu beaucoup de volontaires, moi. Puis les volontaires étaient anticonscriptionnistes eux-mêmes. Hein. Il y a eu, la conscription, ça, c'était ancré là, dans l'histoire, dans la mentalité des Canadiens français. On va pas se battre contre son gré. Hein. On va se battre. Mais ceux qui veulent y aller, là, des héros, puis très bien. Dès le début des hostilités, aussi bien le premier ministre du Canada que celui du Québec croient sincèrement que le volontariat suffira à assurer la participation des Canadiens dans les tâches militaires. Adélard Godbout va jusqu'à déclarer « Je m'engage sur mon honneur, en pesant chacun de mes mots, à quitter mon parti et même à le combattre, si un seul Canadien français, d'ici la fin des hostilités en Europe, est mobilisé contre son gré. » 9 février 1941. À Notre-Dame de Montréal, s'écrit une autre page de notre histoire. Le Canada français demande à Dieu de bénir ses armes et de lui accorder la victoire. 4000 représentants de tous les corps religieux, civils et militaires, de toutes les classes de la société, viennent exprimer de la plus noble façon les sentiments qui les animent dans cette lutte décisive pour le triomphe de l'idéal chrétien. Le Premier ministre Godbout et Madame Godbout sont parmi les invités d'honneur. C'est ainsi que plus de 100 000 Canadiens français se porteront volontaires, encouragés par la haute hiérarchie qui s'allie à l'État. Au décès d'Ernest Lapointe, ministre de la Justice et bras droit de Mackenzie King à Ottawa, le premier ministre du Canada demande à Godbout de le remplacer. Mais Adélard Godbout se sent conscrit par la population du Québec qui l'a élu et préfère, à cause de la guerre, assumer ses responsabilités jusqu'au bout. Et puis, Adélard Godbout, qui était un gars charmant, intelligent, qui a été un des premiers ministres les plus progressifs que nous ayons eu dans la province du Québec, au moins à cette époque-là, se laissait emporter par son éloquence. C'était le plus libéral des libéraux. Vous avez écrit qu'il n'était pas très grand et qu'il avait une petite allure de coq. Oui, un petit peu. Ça, mais parce qu'il était en face de Duplessis, qui avait l'art d'exciter les coqs, évidemment. Puis en chambre, Godbout se défendait très bien. C'est un très grand orateur qui avait un timbre de voix très charmant, avec un langage châtié. Alors, il se laissait emporter, puis il a fait quelques déclarations particulièrement malheureuses. Quand il a recommandé aux Québécois de manger du cheval, ça a été, dans les campagnes, là, ça l'a collé parce que... Quel rapport entre le cheval et l'armée? C'est les restrictions de la guerre, hein. Est-ce que Godbout, finalement, manquait de psychologie? Il manquait pas de psychologie, mais M. Filion a raison. Il se laissait emporter. C'était un orateur, et si on le compare aujourd'hui, c'était Lucien Bouchard. Il parlait bien comme Lucien Bouchard, avec un vocabulaire remarquable, une diction impressionnante, alors qu'à côté du Duplessis, c'était l'orateur de campagne de deuxième rang, là. Aujourd'hui, l'heure est de plus en plus grave et notre détermination de plus en plus ferme. On nous demande de faire l'impossible pour que notre armée de terre, de mer et de l'air, tant au Canada qu'en Grande-Bretagne, soit pourvue, en nombre toujours croissant, de tous les instruments de guerre qui nous conduiront à la victoire. Or, les plus grands sacrifices d'ordre moral et économique, la valeur de nos soldats et la science de leurs chefs sont soumis à des conditions matérielles où l'argent joue un rôle primordial. Et le Canada nous offre présentement l'occasion de souscrire à un emprunt qui dépasse en importance tous ceux auxquels nous avons souscrit jusqu'à maintenant. Il y a là pour nous une question de fierté et une question d'intérêt.
1942, est une date charnière. Hitler semble l'emporter sur tous les fronts. Mais l'attaque des Japonais contre Pearl Harbor change le cours de l'histoire. Les États-Unis entrent en guerre avec toute leur énergie et tous leurs moyens. Le Canada n'est plus seul et les enjeux sont plus clairs. La guerre est de moins en moins lointaine, les nazis sont audacieux et se glissent jusque dans le fleuve Saint-Laurent. Aujourd'hui, les sous-marins nazis sont dans les eaux canadiennes. Déjà, l'explosion des torpilles allemandes se répercute dans les Laurentides. Et du seuil même de leur maison, plusieurs Canadiens français ont pu voir de nombreuses épaves. Ils peuvent se rappeler la phrase « Il faut frapper sans pitié et le conquérir ». Mackenzie King, pressé par les militaristes anglophones, demande au peuple canadien de lui rendre sa liberté, de lui permettre la conscription si nécessaire, mais pas nécessairement la conscription. Le premier ministre du Canada, qui a pris la succession de Laurier au Parti libéral, sait bien que la Fédération canadienne tient à l'harmonie entre les deux peuples fondateurs. Dans quelle situation ça mettait Adélard Godbout, ça qui avait promis lui aussi qu'il n'y aurait pas de conscription? Il était très embêté. Et officiellement, comme premier ministre de la province de Québec, il fallait qu'il soutienne le gouvernement fédéral qui l'avait fait élire en 1939. On a dit que Godbout était le valet du Parti libéral fédéral. Ah, non. Godbout était favorable à la guerre. Et à ce moment-là, celui qui était favorable à la guerre devenait le valet du gouvernement fédéral. Comme si la guerre, on ne pouvait pas être favorable à la défense des démocraties européennes. C'est en janvier 1942 que Mackenzie King annonce à la Chambre des communes qu'il va soumettre la question à l'opinion publique canadienne. Et puis, on décide de tenir une assemblée de protestation au marché Saint-Jacques. Gérard Filion, secrétaire de l'UCC, l'Union catholique des cultivateurs, avait l'avantage de posséder une voiture qu'il offrit à son ami André Laurendeau, jeune directeur de la revue L'Action nationale. C'est André Laurendeau qui organise cette assemblée. Et c'est avec lui que les amis du chanoine Groux fondent la Ligue de défense du Canada. La Ligue n'obtient pas le droit de propager ses idées à la radio d'État. Frappés de censure, les jeunes intellectuels anti-guerre se lancent dans une campagne à la grandeur de la province. J'ai participé à je ne sais pas combien d'assemblées. De mémoire, Saint-Hyacinthe, Drummondville, Farnham, Saint-Jean, Ottawa, Hull, Québec, etc., etc. La Ligue pour la défense du Canada, c'est un titre absolument fantastique, un nom fantastique. Il défendait donc le Canada et non pas le Québec ou le Canada français. C'était un programme en soi et ça correspond bien à cette réaction devant l'attitude des anglophones, des Anglais, qui étaient des Anglais de Grande-Bretagne et qui n'avaient rien à voir avec le Canada. Le Canada était une machine pour eux qui leur permettait d'être au service de la Grande-Bretagne. Est-ce qu'ils croyaient sérieusement que la population canadienne française catholique était sous le joug anglais et que c'était une situation semblable à celle des Polonais sous le joug hitlérien? Moi, je pense que Laurendeau était à la fois trop intelligent et trop au fait de la situation pour croire vraiment tout cela. Laurendeau se servait de la corde sensible de la conscription, de la peur de la conscription et aussi du rejet de l'anglais. Bon, là-dessus, il s'appuie sur une forte influence intellectuelle. Il faut bien comprendre qu'il n'est pas le seul à le faire. L'Irlande va pratiquer le neutralisme durant toute la période de la guerre. Ensuite, il y a des grands intellectuels comme Gandhi et Nehru qui, eux aussi, se trouvent dans l'Empire britannique et refusent la participation à la guerre. Donc, de ce point de vue-là, il est cohérent avec une certaine tradition philosophique. Il était nationaliste, au fond. C'était pas un raciste, c'était un nationaliste. Mais ne pas participer à la guerre, pour lui, c'est pas une chose facile, parce